Bonsoir. Je vais donc faire la présentation suivante dans le cycle que nous avons, le 8e enseignement. Pourquoi le corps donne-t-il rythme, la danse et la musique? Le travail de cette année, chaque année, pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être faut que j'explique. Chaque année, après avoir présenté la méditation, j'aborde un thème. Il y avait la question comment la méditation, ce que la méditation transforme sur le long cours dans nos vies. Et pour essayer d'éclairer comment la méditation nous transforme, je prends des thèmes. Chaque année un peu différents. Et le thème de cette année, c'est reprendre corps. Avec l'idée qu'au fond, peut-être qu'une des grandes souffrances que nous avons, c'est que nous sommes loin de notre corps, donc loin de ce que nous sentons, loin de notre rapport aux choses et au monde, que les choses sont un peu trop abstraites. Et que la méditation, peut-être, c'est un moyen très profond de retrouver corps. Et c'est paradoxal parce que dans la méditation, à première vue, on ne bouge pas, on ne fait rien, on n'a pas particulièrement l'impression qu'on entre en rapport à son corps. Je crois que si on posait la question comme ça, les gens auraient plus l'impression que s'ils font du sport, ils sont en rapport à leur corps, que s'ils s'assoient, ils ne font rien. Mais pourtant, c'est faux. La méditation, c'est d'abord une manière de retrouver la présence de son corps. On peut faire du sport et retrouver la présence de son corps, mais on peut faire du sport et juste instrumentaliser son corps et ne pas être plus présent. Et on voit du reste beaucoup de gens qui font du sport intensément, instrumentalisent leur corps et ne touchent pas cette présence. Le corps, c'est d'abord une modalité de présence. Alors, je vais essayer de reprendre, pour ceux qui ont suivi déjà les 8 précédents épisodes de cette série plein de suspense, le même exemple. Et je trouve que c'est bien de prendre le même exemple parce que je trouve qu'il est... Lorsque je nage, on voit très bien que le rapport au corps implique d'être présent à soi, à l'eau, à la mer, que c'est vraiment une certaine modalité de joie de nager. Et que ça n'a rien à voir avec quelque chose de technique, d'instrumental. C'est vraiment très, très immédiat. C'est cette simplicité-là que je cherche à retrouver. Et c'est très difficile, parce que nous n'avons pas vraiment de langage pour parler de cette expérience toute simple. Dès qu'on parle de cette expérience toute simple, je nage dans la mer, on n'arrive plus trop à le dire. Et la manière dont je vais essayer de le dire aujourd'hui, c'est en essayant d'évoquer la question du rythme. Pourquoi le corps donne le rythme, la danse et la musique? Et la danse et la musique, évidemment, c'est une évocation de ces 2 peintures de Matisse qui se trouvent au musée de l'Ermitage et qui sont peut-être 2 de ses plus grands chefs-d'œuvre, 2 des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture en Occident. Rien que ça. Alors, le rythme, qu'est-ce que c'est le rythme? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Qu'est-ce que c'est le rythme? Qu'est-ce que c'est le rythme? Qui veut tenter? Qui veut aider? Qui veut tenter une réponse? Je vous fais une question difficile. Ah, très bien. Est-ce que c'est une fréquence? Eh bien non. C'est une très bonne réponse. Mais une fréquence? Ah, c'est bien, je me suis mis dans une... Comment on peut expliquer pourquoi une fréquence? Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur ce que c'est une fréquence? Je vais vous donner le micro, parce que sinon après tout le monde est
Je me trouve un petit peu coincée parce que j'aurais envie de dire que c'est un rythme. C'est à quel rythme ça va, la fréquence? Mais le rythme, c'est un mouvement qui trouve son propre rythme, justement. Alors que la fréquence, il y a une fréquence, c'est telle chose, puis voilà, il y a une fréquence comme ci, il y a une fréquence comme ça. Or, le rythme, c'est au fond plutôt la pulsation de la vie. Donc, je pense que c'est ça la différence. Il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter? Deux tentatives. Je suis très content. Bonjour, c'est une mesure? Ah non. Ah non. Ah non. Parce que la mesure, je mesure quelque chose. Le rythme, je ne mesure rien. Le rythme, je m'accorde à quelque chose. Par exemple, quel est le rythme avec lequel je dois parler? Le rythme auquel je dois parler, c'est plutôt une manière d'être, plutôt qu'une t'as dit mesure. Donc je crois que mesure ne permet pas d'éclairer rythme. Oui? Bonjour, moi j'aurais dit c'est un mouvement dans un espace-temps donné. Voilà, ça c'est vraiment, je crois, beaucoup plus éclairant, et ça n'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus éclairant de voir pourquoi ça n'est pas ça, parce que c'est beaucoup plus évident. Fréquence, mesure, on est vraiment dans ce qu'on peut au fond compter, et le rythme, c'est ce qui ne se compte pas. Le rythme, c'est une certaine mélodie. Mais tu as dit un certain mouvement, c'est ça que tu as dit. Mais le propre du rythme, c'est que c'est jamais le même. Si je fais, c'est pas un rythme. Le rythme, il faut que ça s'accorde, il faut que ça bouge. Le vrai rythme, c'est quelque chose qui vraiment s'accorde. Trouver le rythme juste. C'est toujours une manière d'être accordé. Il ne peut pas y avoir, ça ne peut pas être une mesure parce que le rythme implique qu'on s'accorde à la situation. Quand on danse, on trouve le rythme. C'est pas parce qu'on va au même. Si vous mettez un métronome, vous n'avez pas un rythme. Le musicien a un rythme parce qu'il y a une pulsation qu'il vit, qu'il traverse, qu'il incarne. Et donc trouver le rythme, c'est ça que c'est le corps. Si tout ce que vous avez dit, la fréquence, ça ne dit rien sur le corps. Si je dis que le rythme c'est le corps, c'est que le corps est toujours déjà en relation. Il est toujours déjà accordé. Donc il est toujours déjà dans un certain rythme. Il pleut, mon corps s'accorde à la pluie, donc mon corps est en certain rapport de rythme par rapport à la pluie. Le corps est toujours disposé d'avance à la situation où il est. Vous êtes dans une pièce, quelqu'un rentre. Votre corps, vous voyez, je dis ça chaque semaine. Quand je dis mon corps, ce n'est pas mon corps, c'est mon être. Chaque fois que je parle du corps, en fait, je parle de mon être. Mais sans doute que mon être s'ouvre à partir du moment où je prends en compte comment mon être est toujours déjà corps, corporel. Donc, quand quelqu'un rentre dans une pièce, vous voyez, je vous avais tout de suite dit, c'est tout bête, le corps, mais dès qu'on commence à parler, c'est vachement compliqué. Alors que je parle juste de qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une pièce. Et c'est une défense que tout le monde fait. Vous êtes là, quelqu'un rentre, très, 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 très nerveux, votre corps se crispe légèrement. Vous avez même rien n'est dit, vous ne connaissez même pas la personne, votre corps s'est déjà ajusté et s'est mis dans un certain rythme. Et j'appelle ça rythme parce que c'est une certaine modalité, certain rythme, parce que ce n'est pas statique. Voilà, le rythme, c'est la vie, et ça s'oppose à ce qui est complètement statique, ou aussi complètement mécanique. C'est ça qui n'est pas... Les trois tentatives qui ont été faites pour définir le rythme avaient chacune leur justesse, mais ne distinguaient pas assez le rythme du côté un peu mécanique. Et encore une fois, le métronome n'a pas de rythme. Alors c'est un tout petit peu peut-être... mais je crois que c'est central. Le corps, notre être, s'accorde au ciel. En ce moment, il fait nuit très tôt, et il fait nuit, et il fait jour très tard.
Notre corps s'accorde à ça. Notre corps trouve un certain rythme parce que nous sommes au cœur de l'hiver. Là, je pense que c'est... On comprend ça quand je dis, ça ne semble pas étrange de dire notre corps trouve un certain rythme par rapport à l'hiver. Mais le corps trouve un certain rythme par rapport à notre propre fatigue. Avant même que nous nous en rendions compte, notre corps s'est ajusté à notre propre fatigue et nous dit que nous sommes fatigués. Donc on peut dire qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est une manière de s'accorder. Voilà, qu'est-ce que le corps? Ce n'est pas un ensemble de mécanismes, c'est une modalité de présence qui est toujours déjà en train de s'accorder. Ça a l'air très, 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 très étrange, parce qu'on ne parle pas comme ça d'habitude. Mais je crois que ce que je fais est une description le plus simple d'une expérience que vous avez tous vécue. L'hiver, votre corps s'accorde à l'hiver. Quelqu'un rentre dans une pièce, votre corps s'accorde à la personne qui rentre dans la pièce. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle, vous n'avez même pas eu le temps de penser, mais vous êtes déjà disposé, accordé. Et accordé, vous voyez, on parle de rythme, je parle d'accorder. On voit bien ici que l'image musicale est la plus à même d'expliciter cette expérience que nous avons. C'est toujours une certaine expérience musicale de vivre. Nous croyons, enfin, nous vivons que le bonheur de nager, nous voyons que notre corps s'ajuste à l'hiver, mais dès que nous parlons du corps comme un ensemble statique de fonctions. Et nous avons complètement perdu le fait que le corps est profondément dynamique. Parler du rythme de notre corps qui s'accorde, c'est parler du fait que notre corps est d'emblée toujours en train de se moduler à la situation. Tout le temps. Notre corps est tout le temps en mouvement. Mais nous figeons les choses. Et donc, en réalité, nous sommes tous beaucoup trop intellectuels parce que nous figeons les choses. Vous voyez, c'est tout à fait, encore une fois, j'ai bien conscience, mais complètement paradoxal. Pour la plupart des gens, une œuvre d'art est un peu intellectuelle. Pour quelqu'un qui a touché un tout petit peu le sens de la présence, c'est l'inverse. Pour la plupart des gens, prenons un homme politique, au hasard, François Fillon, qui est pragmatique. Et pour lui, Matisse est un intellectuel, ou Rimbaud. Eh bien, moi je crois que Fillon est un intellectuel et que Matisse et Rimbaud sont très concrets. Pas très concrets parce qu'ils sont en rapport à cette présence vivante du corps. Mais pour les gens, c'est sans doute impossible à comprendre. Sauf vous, bien sûr, mais c'est tragique. C'est tragique que cette chose toute simple ne se comprend pas. Et pourquoi c'est tragique? Parce que ça veut dire qu'on est privé d'une dimension profonde de notre humanité. Le fait d'être intellectuel, dans le sens très singulier que je définis, qui est l'antipode de la manière dont les gens le définissent habituellement, ça veut dire vivre comme en 2 dimensions. Là, vous pouvez vivre en 4 dimensions. Il y a 4 dimensions, c'est ça? Moi, j'ai traité, je ne sais jamais rien, mais... C'est ça, il y a 4 dimensions? Ben, 3 dimensions? Ah ben voilà, ça c'est très bien, merci madame. Donc, les gens qui vivent le rapport habituel, on vit en 2 dimensions, et grâce à la pratique de la méditation, on retrouve son corps, on vit en 3 dimensions. Qu'est-ce que vous préférez? Et c'est ça, la perte du rythme, c'est-à-dire la perte d'entente, comment notre corps est toujours en train de s'ajuster et nous donne quelque chose, ça veut dire ne vivre plus qu'en 2 dimensions. Ou si on prend une autre image, c'est vivre qu'en noir et blanc, en ayant perdu tout rapport à la couleur. Et En fait, par mon corps, je suis d'emblée en rapport à une situation. Nous croyons, notre corps est statique, il y a une situation, et il faut que je fasse un effort pour entrer en rapport à la situation.
Donc nous pensons, alors que c'est à l'encontre de votre expérience. Je suis dans une pièce, en réunion, quelqu'un rentre, très nerveux, je suis moi là, et maintenant je vais faire un effort pour entrer en relation à la personne, essayer de décrire ce qui se passe, comme si ça devait passer par la tête. Alors que ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. Je suis d'emblée en relation, mon corps est déjà en rythme, et je suis déjà dans une certaine danse par rapport à cette personne. Danse harmonieuse, disharmonieuse, mais c'est pas... Donc vous voyez, c'est absolument stupéfiant comment nous pensons à l'encontre de notre expérience. Nous vivons bien complètement amputés d'une part décisive de notre existence. Et qu'est-ce que la méditation? C'est nous rendre enfin cette part qui fait que nous vivons mais vraiment mutilés. Nous vivons mutilés. Je n'ai pas été assez clair sur un point. Au fond, on pourrait dire, les définitions que vous avez données du rythme d'abord sont en termes de vitesse, une certaine modalité de vitesse. Mais ce n'est pas ça. Le rythme n'est pas une vitesse. Le rythme, c'est la vitesse juste à ce moment-là. Qu'est-ce que le rythme? C'est la vitesse une fois que je m'accorde. Et donc la vitesse une fois que je m'accorde, ça ne se mesure pas. Par exemple, je peux être lent et brutal. Je n'ai pas le bon rythme. Et je peux être rapide et juste. Vous voyez, donc, ce n'est pas du tout une question de vitesse, c'est une question de bon tempo. Le bon tempo n'est pas une question de vitesse. Ça, les musiciens, évidemment, ils parlent de ça. Un musicien sait que ce n'est pas le temps qui joue le morceau qui compte, c'est comment c'est plein. Et le temps à voir avec comment c'est nourri, pas combien on le mesure. Je parlais à un médecin, il essaye de demander d'essayer d'enseigner la présence dans l'hôpital où il travaille. Et les gens lui répondent, mais je n'ai pas le temps d'être présent, je n'ai plus le temps. Tout est chronométré. Et ce qu'il leur dit, alors évidemment c'est logique, et tout ce qu'on explique, on n'a plus le temps, comment retrouver le temps, il faut s'arrêter et tout. Mais c'est pas. Donc aujourd'hui il y a toute cette idée-là, il faut ralentir et tout. Mais c'est complètement pas vrai. Ce qu'il faut, c'est la qualité de présence. Vous pouvez avoir très peu de temps et être présent. Et ce qui est très intéressant, les gens qui travaillent là-dessus vous montrent que quelqu'un me racontait ça, qu'elle fait cet exercice pour montrer ça aux gens. On joue une scène à 2 personnes, vous devez dire votre enfant, non, vous êtes soignant et quelqu'un est malade. Et vous devez partir, elle vous appelle, et vous devez partir parce que vous avez un rendez-vous. Vous avez 1 minute pour lui parler. Et tout l'apprentissage, c'est de montrer que dans cette 1 minute, vous pouvez dire « excuse-moi, je n'ai pas le temps », et il y a quelque chose de brutal pour la personne, et vous pouvez complètement être avec elle en 1 minute et changer complètement la manière d'être. Comment on apprend ça? Ça, c'est la question du rythme. C'est la question du rythme et de la présence. Ce n'est pas la question du temps. Et ça ne peut passer que par une présence corporelle. Et nous, on voudrait ralentir dans la tête. Et c'est, encore une fois, on ralentit du mauvais endroit. On ne peut pas ralentir avec la tête. Vous voyez, tout le monde comprend. Tout le monde vit ça. Parfois, on est dans une salle, dans une réunion, et on ne sait pas quoi faire de son corps. On n'arrive pas à ajuster son corps dans la situation. Alors moi, ça m'arrive quand je suis photographié. Ce matin, on m'a photographié pour un journal, donc ils viennent me photographier. À l'instant où ils me photographient, mon corps devient une énigme. Il ne m'est plus du tout propre. Donc il faut que je sois dans un certain état, et mon corps est là complètement désajusté de tout. Il a perdu son rythme, je ne le reconnais plus. Il faut que je sois détendu, je suis encore plus crispé. Il faut que je souris, j'ai envie de pleurer. Donc c'est vraiment, mon corps est désaccordé. Donc on voit bien, vous avez tous vécu ça. Où vraiment, des fois, on est dans une réunion, il y a plein de gens, tout le monde a l'air de parler, vous êtes là, et votre corps, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait. Non? Vous n'avez jamais vécu ça? Ça, c'est vraiment, voilà, pourquoi on ne parle pas de ça? Ça, c'est ça. Et comment on se réaccorde? Comment on retrouve le bon rythme? C'est pas... Et sans doute, le rêve, c'est d'être suffisamment dans un mouvement de danse et d'être assez à l'écoute du corps
pour réussir, parce qu'on est suffisamment sensible à comment notre corps s'ajuste pour le laisser trouver le rythme juste à la situation. Mais moi, je dis ça ce matin, ça a été vraiment un fiasco complet. Enfin, après, le photographe était plus malin que moi, donc il a réussi, mais c'était un fiasco complet parce que je n'arrivais pas à me foutre suffisamment la paix pour réentendre assez comment mon corps s'ajustait, laisser mon corps s'ajuster à la situation. Enfin, j'insiste beaucoup sur le fait de se foutre la paix, que c'est l'essentiel de la pratique de la méditation, parce qu'en se foutant la paix, on laisse notre corps s'ajuster et trouver le rythme qu'il accorde à la situation. Et ça demande un tout autre type d'écoute que l'écoute cérébrale que j'appelle ici entre nous à la François Fillon. Juste pour qu'on s'entende. Oui, mais c'est fascinant, parce que reprenons, je suis dans une soirée, c'est tout dans les réunions, c'est pas si grave, on est dans une soirée, mon corps, là, il est très pesant, il n'est pas accordé. Et alors, ce qui est très étrange, c'est plus j'ai conscience, j'ai conscience de mon corps. Plus j'ai conscience de mon corps, pire c'est. Et quand je suis dans la danse, j'oublie mon corps. Et quand j'oublie mon corps, il chante. Quand je nage, je n'ai pas en train de penser à mon corps, je nage. Donc mon corps est pleinement présent. Si je commence à penser à mon corps, je n'arrive plus à nager. Donc, vous voyez, c'est tout à fait... C'est pour ça que je ne l'ai pas dit ce soir, mais c'est pour ça que je suis tout à fait embarrassé qu'on a appelé la méditation pleine conscience. Parce que entre nous, l'idée d'être en pleine conscience, c'est la pire torture qu'on puisse affliger à un être humain. Un être humain, il est content quand il a plus besoin d'avoir conscience et qu'il est juste dans une présence où il s'oublie lui-même pour danser avec la vie. Et moi, je dirais, méditer, c'est pas être en pleine conscience, c'est être en pleine présence, c'est d'apprendre à danser avec la vie. Il faut juste que je fasse une petite parenthèse pour que personne ne pense que ce que je dis est dirigé contre ceux qui enseignent la pleine conscience. Je pense juste que la traduction est malheureuse. Je pense juste que le mot anglais mindfulness ne peut pas se traduire en français par pleine conscience, que c'est une erreur de traduction. Ce n'est pas la chose même, je trouve ça très bien. Moi, ce que je fais, c'est de la pleine conscience, mais juste que je préfère appeler pleine présence. Et je crois que cette distinction est très simple et très libérante. Être présent, c'est pas être conscient. Être conscient, ça, c'est ce que fait François Fillon. Mais nous, on essaye d'être présent. Vous voyez, Rimbaud, il n'essaye pas d'être conscient. Matisse, il n'essaye pas d'être conscient. Il essaye de danser avec le monde. Il essaye de danser avec le rythme. Voilà ce que je peux essayer de dire sur le rythme. Et maintenant, je vais essayer d'éclairer ça en disant 2-3 mots sur ces deux tableaux, qui sont des tableaux, comme j'ai dit, extraordinaire de 1909-1910. Et je fais une autre parenthèse, je suis d'autant plus content de vous parler de ces tableaux. Donc moi, évidemment, vous avez tous deviné que si je vous parle de tableaux, c'est que je reviens, quand j'ai préparé cet enseignement, je revenais du musée de l'Ermitage, parce que je ne parle jamais que de tableaux que j'ai vus et dont j'étais présent quand j'ai préparé l'enseignement, mais vous pouvez voir quelque chose de ce tableau à la Fondation Louis Vuitton. Donc vous avez la possibilité d'avoir à peu près une expérience, pas de la musique, mais de la danse, puisqu'il y a un passage du tableau de la danse dans un tableau où le tableau est inclus et vous pouvez sentir quelque chose de ce que c'est le rythme. Et Matisse, c'est vraiment le peintre le plus extraordinaire, puisqu'il ne peint plus rien d'autre que ce rythme-là dont je parle. Non plus une chose figée, mais vraiment comment on s'accorde au rythme. Et vous voyez, la danse qui est là, elle nous entraîne en elle, et on sent qu'il y a une liberté du corps
Ce n'est pas une représentation de la danse. On en a vu plein des représentations de la danse. Ce qui est inouï dans le tableau, c'est qu'il ne représente pas des gens en train de danser, c'est qu'il montre ce qu'est la danse. Et dans le rythme de la couleur et le mouvement, on est pris dans une... le tableau vous aide à vous réaccorder à vous-même et au monde. Je crois que c'est ça qui se passe dans le tableau. Alors là, vous êtes juste un tout petit peu obligé de me croire, à la différence de tout ce que je fais jusqu'à présent, parce que vous n'avez pas le tableau devant vous, donc c'est un peu difficile. Mais disons, voilà, là, vous vérifierez, mais je crois qu'on peut dire que c'est ça qui se passe. Le tableau est d'autant plus intéressant qu'il ne nous représente pas une image du mouvement, il nous met en mouvement. Et je crois que c'est ça qui est... Et il nous montre, je crois que là on voit que le corps n'est pas de l'ordre d'une machine, n'est pas de l'ordre d'un mouvement mécanique. Pour nous, la danse est tout de suite aussi un truc technique, une sorte de virtuosité. Là on comprend que la danse n'a rien à voir avec ça, elle est juste se laisser guider par un rythme juste, se laisser guider par quelque chose. Et alors, ce mouvement, c'est pas juste le corps qui danse, c'est toute la peinture qui danse, c'est tout le mouvement qui tourne, c'est tout le rapport des trois couleurs qui tourne. Et tout se met en mouvement tout se met en mouvement de telle manière que vous êtes réaccordé au mouvement juste, qui n'est plus juste un mouvement mécanique, mais qui est un rythme. Et le tableau de la musique est encore plus abyssal parce que tout consonne en rythme de manière encore plus, on pourrait dire, il y a encore plus de confiance que c'est la présence seule qui est rythme. Il pourrait y avoir un léger malentendu sur la danse. On pourrait croire que c'est le mouvement qui donne le rythme, mais c'est la présence qui donne le rythme. Alors, de ce point de vue-là, le tableau de la musique est le tableau peut-être le plus abyssal qu'ait peint Matisse. C'est complètement secouant parce qu'ils sont entièrement posés et ils sont comme des notes de musique qui chantent. Vous les sentez absolument en rapport. Vous n'avez pas l'impression de figures isolées sur un fond, et pourtant il y a bien des figures sur un espace, et pourtant il y a une pulsation dans le tableau qui est la pulsation de la vie. Mais dans la vie, vous pouvez avoir trois personnes assises dans une même pièce qui ne se touchent pas et qui sont pourtant complètement accordées l'un à l'autre. Oui, ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on se touche qu'on est forcément accordé. On peut danser et être dans un truc un peu mécanique en pensant à autre chose, et on peut être dans une pièce avec un ami, par exemple avec un enfant. Moi, quand je vais voir mon filleul, il est assis, je suis là, on est dans la même pièce, il peut jouer, je suis complètement accordé à lui. D'une manière, d'une manière qu'on a dans notre langage comme ça, on dirait, on est accordé de manière presque magique. C'est ça que montre ce tableau. Et c'est ça qu'on n'a jamais réussi à montrer avant Matisse. Parce qu'avant Matisse, on peint l'enfant, l'adulte, et puis voilà. Mais c'est au fond, quand je suis avec mon filleul, c'est pas... Mon corps, il n'est pas là, comme quand je suis dans la soirée et que je ne sais pas quoi faire. Mon corps, il est accordé à la pièce tout entière. Il est accordé à l'enfant. Et l'enfant, il est d'autant plus en sécurité qu'il sait qu'il n'est pas seul dans la pièce. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument tangible. Et l'enfant sent qu'il a confiance dans son corps parce que votre corps est là, et il ne vous voit pas. Alors comment c'est le corps? Ben, vous voyez, c'est ça, c'est toute une modalité de rythme qui nous accorde. Et ce qui est inouï, c'est que l'accord nous précède et nous tient. Ce n'est pas nous qui le décidons. On peut juste s'ouvrir au rythme qui nous accorde aux choses. Voilà ce que je peux essayer de vous dire. Je peux juste vous lire un tout petit texte de Matisse avant de vous donner la parole. Parlant de la danse, mon premier et principal élément de construction était le rythme. Une grande surface d'un bleu soutenu, allusion à la mer Méditerranée. Le troisième, un tertre vert, le vert des pins méditerranéens. Ah oui, il me manque... Ah oui, c'est ça.
Il me manque quelque chose. Le premier et principal élément de construction est le rythme. Ah oui, excusez-moi. Il y a 3 éléments de construction du tableau. Mon premier de construction était le rythme. Le deuxième, une grande surface d'un bleu soutenu, allusion au ciel de Méditerranée. Le troisième, un tertre vert, le vert des pins méditerranéens. Avec ces données, mes personnages nus ne pouvaient être que vermillons pour obtenir un accord lumineux. Vous voyez comment ils pensent? Uniquement en termes de rythme à partir de cette entente du corps que j'espère vous avoir fait juste peut-être entrevoir. Si vous avez des questions, sentez-vous vraiment bienvenus. Tout à l'heure, vous avez dit que la méditation n'était pas faite pour tout le monde. Vous Oui. le pensez vraiment? Ah oui. Parce que vous dites aussi que la méditation est un moyen d'être plus humain, plus Oui, mais il y en a d'autres manières d'être plus humain. Oui. Oui, mais enfin là, Moi, c'est le moyen que je connais, mais il y a plein d'autres moyens d'être plus humain. C'est très important. C'est très important de penser de la limite. On ne peut pas, à partir de son expérience, penser que tout être humain doit vivre la même chose que vous. Et beaucoup de gens sont complètement... Je pense que, vraiment, là, ce que je dis, je le pense vraiment, je pense que les gens tombent très vite, à propos d'une expérience qui leur plaît, dans le fanatisme. Ils considèrent que leur expérience est la mesure des expériences des autres. Mais je trouve ça, moi, incroyablement fanatique. Et moi, j'essaye de ne pas l'être. Et je crois très, très sincèrement qu'il y a des gens, et ce n'est pas du tout par là qu'ils vont... C'est pas ça leur chemin. Et moi, évidemment, je comprends, on est un peu étonné, puisque nous, ça nous semble tellement bien. Mais je crois que ça, c'est... Être humain, c'est accepter que des êtres humains ont des expériences tout à fait différentes et passent par d'autres voies. Bonsoir. C'était pas ça que je voulais dire initialement, mais en t'entendant, je pense que c'est très très important. Tu sais que je suis en train d'essayer de transmettre la méditation à l'école, et évidemment, je suis confrontée à des élèves qui restent avachis sur leur chaise pendant la séance. Et au début, ça m'énervait un peu, puis je me suis dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est leur résistance, c'est leur expérience, et je ne force pas. Je pense que l'élément de liberté est absolument décisif pour que, éventuellement, quelques-uns fassent vraiment l'expérience. Oui. Parce que ça ne peut venir que d'eux, ça ne peut pas être quelque chose... oui, sinon, et puis, il y en a, ce n'est pas le moment, ils ont autre chose à faire dans leur vie. Exactement. Exactement. Ils ont besoin d'autre chose. Alors d'autre part, merci pour cette belle réflexion sur le rythme. En t'entendant, j'entendais tout à fait autrement la fameuse phrase de Nietzsche qui dit que je ne pourrais jamais croire en un Dieu qui ne saurait pas danser. Et ça, si on parlait du divin en ce sens-là, il y aurait plus de monde dans les églises ou dans les synagogues, ou je ne sais pas où. Mais ou en tout cas, s'ils y vont, ils iraient pour de meilleures raisons. Exactement. Surtout. Exactement. C'est-à-dire que ce serait le Dieu de l'accord, hein, le Absolument. Dieu de la vie. Qui nous accorde à la vie. Voilà. Ça serait quand même mieux. Mais là, il ne faut pas trop rêver quand même. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions. Surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez rien compris, surtout... Bonsoir. Peut-on méditer dans un train ou dans un endroit qui ne serait pas en harmonie avec le corps? Ah bah non, mais là, bien sûr, si vous pratiquez dans un train, vous ne faites rien de telle manière que votre corps réussisse à s'accorder avec le train. Il n'y a pas de situation. Chaque situation doit s'accorder. Donc le train, c'est un très bon endroit où pratiquer la méditation. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? Ma question, elle est toute simple. Depuis combien de temps méditez-vous ? Et pourquoi vous voulez savoir ça ?
Ça m'intéresse. Non, il faut que vous arriviez à m'expliquer pourquoi il faudrait que je vous réponde. Parce que là, vraiment, je n'ai pas à vous donner une information. En quoi ça va, je veux bien vous répondre si je vois en quoi ça peut faire sens pour vous. Mais sinon, si je vous dis 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça change? C'est juste. Ça, au fond, ça va même vous empêcher quelque chose. Donc c'est mieux que je vous... C'est pas que je veux être cachotier, mais donner une information, c'est ce qu'il faut toujours éviter dans la vie. Il faut essayer de parler pour de bon à quelqu'un. Et là, je vois pas comment je peux vous parler pour de bon, essayer de répondre à quelque chose de vrai qui vous interroge. Mais si vous avez quelque chose qui vous interroge, je serais ravi de vous répondre. Alors, ma question suivante, ça serait, est-ce que vous progressez toujours? Je dois dire honnêtement, je m'en fous. C'est vraiment, je m'en fous complètement. Et ce qui me plaît quand je pratique, c'est que ça me rend joyeux, ça réenchante quelque chose. Mais j'essaie plus de mesurer, parce que sinon, ce serait une torture. Est-ce que j'ai progressé encore aujourd'hui? Ah non. Ça serait une nouvelle. La méditation serait pour moi alors une torture. Et je le fais parce que je retrouve quelque chose de la vie quand je le fais. Et j'ai tous les jours besoin de retrouver la vie. Parce que je me fais prendre. Par les obligations, par les choses à faire. Mais aussi, ma réponse est moyenne, parce que je pourrais aussi dire, je le fais parce que c'est juste prendre rendez-vous avec la vie. Alors, on est vivant dans la vie tout le temps, mais à un moment, je prends un rendez-vous avec la vie. Et je trouve ça, ça change tout, de prendre rendez-vous avec la vie. Merci. Mais il y a une troisième réponse qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas si je progresse, c'est pas ça qui m'importe. Mais par contre, ma compréhension de la méditation progresse beaucoup. Je travaille beaucoup, pas seulement dans la pratique, mais aussi à étudier, à lire ce qu'écrivent les autres sur la pratique. Et je trouve qu'on fait de grands progrès dans la transmission de la méditation. Je trouve qu'on est tous, ceux qui enseignent la méditation, enfin pas tous, mais disons, ceux qui enseignent la méditation, enfin, un grand nombre de gens qui enseignent la méditation aujourd'hui sont bien meilleurs qu'il y a 10 ans. Je trouve qu'on fait des grands progrès. Je trouve que je suis bien meilleur qu'il y a 10 ans dans la manière dont je transmets la pratique de la méditation. Parce que tout le monde fait des progrès, parce que on a et puis plus les années passent, plus on a compris, on voit mieux les problèmes que nous avons dans notre temps, comment la méditation peut répondre à ces problèmes. On arrive à trouver un langage qui soit plus juste, qui soit plus en rapport à l'expérience, qui soit moins des notions collées d'autres cultures. On arrive à inventer une méditation complètement occidentale. Il n'y a plus besoin de faire des références. Et donc je trouve qu'on fait des grands progrès. Quand j'ai commencé à pratiquer, par exemple, on ne parlait pas du tout du corps. La méditation était présentée un peu comme une science de l'esprit. Et puis on a commencé à se rendre compte que c'était une complète mécompréhension, que la méditation c'est d'abord une expérience corporelle. Donc on a commencé à parler de ça. C'est je trouve ça très très important. Et donc ça, je trouve qu'on progresse beaucoup. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup.